Il portait le titre de médecin, siégeait parmi les représentants du peuple et croyait sincèrement que son époque pouvait être plus humaine que celle qui l'avait précédée. Il détestait la mort, du moins la mort infligée par l'État. Et pourtant, son nom est aujourd'hui gravé dans l'histoire comme celui de l'homme qui a donné au monde l'une des machines à tuer les plus efficaces jamais construites. Une machine qui a fonctionné près de 2 siècles. Une machine qui portait son nom. Voilà le paradoxe que les manuels scolaires n'osent jamais vraiment regarder en face. La guillotine n'est pas née de la cruauté. Elle est née de la compassion. Elle est née de l'idéal des Lumières, du principe d'égalité, du rêve d'une mort sans souffrance pour tous, pauvres comme riches, nobles comme roturiers. Et c'est précisément parce qu'elle est née d'une idée juste qu'elle est devenue quelque chose d'absolument terrifiant. Le docteur Joseph Ignace Guillotin a survécu à la Révolution. Il a vécu assez longtemps pour voir ce que son idée était devenue, pour voir les charrettes qui traversaient Paris chargées de condamnés, pour entendre le bruit sourd de la lame qui tombait, encore et encore, sur la place de la Révolution. Il n'avait pas voulu ça, pas du tout. Mais l'histoire ne demande jamais la permission avant de déformer les intentions des hommes. Aujourd'hui, nous allons retracer l'histoire complète de la guillotine, de sa naissance dans les idéaux du XVIIIe siècle jusqu'à la dernière exécution en 1977 dans une prison de Marseille, à une époque où la France avait déjà envoyé des hommes sur la Lune. Nous allons suivre les hommes qui l'ont créé, ceux qui l'ont actionné et ceux qui ont fini sous sa lame. Et nous allons comprendre comment un instrument de miséricorde peut se transformer en symbole de terreur. Si cette histoire vous captive autant qu'elle nous captive, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un pouce bleu. C'est le meilleur moyen de nous dire que vous voulez la suite. Et dites-nous en commentaire, d'où regardez-vous cette vidéo en ce moment ? On est toujours curieux de savoir d'où vient notre communauté. Commençons. Parce que pour comprendre la guillotine, il faut d'abord comprendre la France dans laquelle elle est apparue. Une France où mourir était une affaire de naissance. Paris, automne 1789. La ville tremble encore des secousses de juillet. La Bastille n'est plus qu'un souvenir de pierre et de poussière. Les rues sentent la poudre, la sueur et quelque chose d'autre. Une odeur plus difficile à nommer, mélange d'espoir et de violence à venir. L'Assemblée nationale constituante siège depuis des mois. Et les hommes qui la composent ont la certitude d'être en train de réécrire le monde. Dans ce Paris-là, Joseph Ignace Guillotin se lève, un matin d'octobre, pour prendre la parole devant ses collègues députés. Il a 51 ans, médecin respecté, professeur d'anatomie, franc-maçon, ami de Robespierre et de Marat, 2 noms qui pour l'instant sonnent encore comme ceux de réformateurs plutôt que comme ceux de ce qu'ils allaient devenir. Guillotin est un homme des Lumières dans le sens le plus pur du terme. Il croit que la raison peut améliorer la condition humaine, que la science peut réduire la souffrance, que l'État doit traiter ses citoyens avec dignité, même les criminels condamnés à mort. Ce qu'il voit autour de lui le révolte. Pas la Révolution, ça, il la soutient. Ce qui le révolte, c'est la façon dont la France tue ses condamnés. Et cette révolte-là va changer l'histoire d'une façon qu'il n'a pas anticipée. Imaginez ce qu'était une exécution publique en France avant 1789. Pour un paysan, pour un ouvrier, pour n'importe quel homme du peuple condamné à mort, le chemin vers le billot était un calvaire délibérément conçu pour durer. La roue, le gibet, le bûcher, l'écartèlement. Chaque méthode était une démonstration du pouvoir de l'État sur le corps du condamné. On ne se contentait pas de tuer, on montrait, on étalait, on faisait durer. La mort était un spectacle, et la souffrance en était la partie centrale. Mais voilà ce qu'on ne disait jamais tout haut. Tout le monde ne mourait pas de la même façon. Les nobles, les aristos, les bourgeois fortunés, eux, ils avaient droit à la décapitation. Un coup d'épée ou de hache, rapide, supposé propre. Une mort réservée aux gens de qualité, parce que même dans la mort, la société de l'Ancien Régime maintenait ses hiérarchies. Les pauvres souffraient longuement, les riches mouraient vite. La justice était littéralement à 2 vitesses, et la vitesse était un privilège. Guillotin sait tout ça, et c'est contre cette inégalité-là qu'il se dresse quand il prend la parole. Sa proposition est simple, presque étonnamment simple pour ce qu'elle allait engendrer. Il demande que tous les condamnés à mort soient exécutés de la même manière, quelles que soient leurs conditions sociales. Et que cette manière soit la décapitation, rapide, mécanique, sans souffrance inutile, pour tous.
Les mots qu'il prononce ce jour-là sont restés dans les archives. Il parle d'une machine qui, tirez-bas, quote, tirez-bas, 0, tirez-bas, tirez-bas, tirez-bas. Des témoins rapportent que des rires ont fusé dans l'assemblée. Des rires nerveux peut-être. Ou peut-être le rire de gens qui ne comprennent pas encore qu'ils sont en train d'assister à quelque chose d'historique. Ce que presque tout le monde oublie, et que les récits historiques populaires passent systématiquement sous silence, c'est que Guillotin ne propose pas la guillotine. Il propose un principe, l'égalité dans la mort. La machine n'existe pas encore, elle n'est qu'une idée dans son discours, une suggestion presque abstraite. Guillotin n'est pas un ingénieur de la mort, il est l'initiateur d'une réforme pénale. Et il y a quelque chose d'encore plus fondamental. Guillotin, au fond, espère que la machine ne sera qu'une étape. Il le dit explicitement, à cette époque et par la suite. Il est contre la peine de mort. Contre, fermement. Son calcul est celui d'un homme pragmatique, qui a compris qu'on ne supprime pas une pratique enracinée depuis des siècles en un seul vote. Il faut d'abord la rendre plus acceptable, puis progressivement l'abolir. La mécanique doit remplacer le bourreau, et une fois que la mort est propre et rapide, peut-être que les gens en auront moins besoin. Peut-être que la vue d'un corps mutilé, d'un supplicié qui agonise des heures durant, cesserait de servir d'avertissement. Et avec elle, le besoin même de la mort en public. Un calcul d'humaniste. Un calcul terriblement naïf aussi. Parce qu'il ne prévoit pas l'accélération qui arrive. Personne ne la prévoit. Son idée fait son chemin dans les débats révolutionnaires. Lentement d'abord, avec des résistances. Certains députés sont contre la peine de mort, point final. Et parmi les plus farouches opposants à l'échafaud figure, ironie suprême, un jeune avocat d'Arras nommé Maximilien Robespierre, qui prononce à l'époque un discours passionné contre l'exécution capitale. L'histoire a une façon cruelle de se venger de ce genre de conviction. En juin 1791, le principe est inscrit dans le code pénal. Tous les condamnés à mort seront décapités. La méthode reste à définir. Et c'est alors qu'entre en scène un deuxième personnage, beaucoup moins célèbre que Guillotin, mais infiniment plus responsable de ce que la guillotine est réellement devenue. Le docteur Antoine Louis n'est pas un idéaliste, c'est un technicien. Secrétaire perpétuel de l'Académie de chirurgie, auteur de traités savants sur les plaies et les blessures, il pense en termes de problèmes à résoudre et de solutions à trouver. Quand l'Assemblée lui demande de concevoir une machine à décapiter fiable et efficace, il ne se pose pas de questions philosophiques. Il accepte la mission. La première question qu'il se pose est aussi la plus pragmatique. Comment garantir que la mort est instantanée ? Le problème avec la décapitation à l'épée ou à la hache, c'est précisément là. Elle n'est pas fiable. Un bourreau fatigué, une lame mal aiguisée, un mouvement hésitant, et l'exécution devient une boucherie. L'histoire de l'Ancien Régime est pleine de ces moments où il fallait s'y reprendre à plusieurs fois. Des récits qui feraient froid dans le dos. La mécanique, elle, n'hésite pas. La mécanique ne tremble pas. Louis dessine des plans. Il s'inspire de machines similaires qui existaient déjà dans d'autres pays. En Écosse, où on l'appelait Quote 1, en Italie, où un instrument comparable apparaît dans des gravures anciennes. L'idée d'une lame qui tombe n'est pas nouvelle. Ce qui sera nouveau, c'est la précision, la vitesse et surtout la systématisation. Pour construire la machine, Louis se tourne vers un homme surprenant, Tobias Schmidt, un luthier et facteur de piano allemand installé à Paris. Pas un forgeron, pas un charpentier, un fabricant d'instruments de musique. Les mains qui construisent des pianos, qui courbent le bois et tendent les cordes pour créer de la beauté, sont les mêmes qui fabriquent la première guillotine. Schmidt travaille sur les plans de Louis. Et dans cette collaboration, un troisième homme apporte ses conseils. Charles-Henri Sanson, le bourreau de Paris. Lui, il connaît le problème de l'intérieur. Il sait ce que ça signifie de tenir une hache au-dessus d'une nuque. Il sait ce qui peut mal tourner. Ses suggestions sont pratiques, précises, issues d'une expérience que personne d'autre dans la pièce ne possède. Il y a une version, souvent racontée, jamais totalement vérifiée, selon laquelle Guillotin, Louis et Sanson se seraient rendus aux Tuileries pour présenter les plans au roi Louis XVI en personne. Le roi, fin mécanicien à ses heures perdues, aurait examiné les dessins et formulé une seule remarque. La lame prévue, en forme de demi-lune, ne couperait pas de façon fiable pour tous les types de coups. Il aurait alors pris une plume et dessiné lui-même une lame oblique en biais. Le genre de lame qui, quelques mois plus tard, lui traverserait la nuque. Si cette scène s'est vraiment passée,
Elle est l'une des plus sombres de toute l'histoire de France. Un roi qui perfectionne l'instrument de sa propre exécution, dans un palais qu'il a bientôt être envahi, sans savoir encore ce que l'avenir lui réserve. Ou peut-être qu'il le sait, et que c'est pour ça que son geste est si calme, si précis. Les essais ont lieu en avril 1792. Dans la cour de la prison de Bicêtre, Louis, Guillotin, Schmitt et Sanson testent la machine sur des cadavres frais. Elle fonctionne parfaitement, trop parfaitement peut-être. Louis écrit dans son rapport. On a essayé sur des moutons aussi, ils n'ont pas souffert. Le 25 avril 1792, la machine est installée place de Grève, devant l'hôtel de ville de Paris. Le premier condamné à mourir sous sa lame s'appelle Nicolas-Jacques Pelletier, un voleur condamné pour agression et meurtre lors d'un brigandage. Il a attendu des mois dans sa cellule, tandis qu'on construisait la machine qui allait le tuer. Le juge chargé de son dossier avait lui-même écrit pour presser les choses, parlant « 3 envers un homme qui, ce matin d'avril, une foule dense s'est massée autour de l'échafaud. Les Parisiens sont habitués aux exécutions spectaculaires. Ils attendent du spectacle. Sanson installe Pelletier sur la bascule. Cette planche qui bascule et place le condamné à l'horizontale, et actionne le mécanisme. La lame tombe. Tout se passe en moins d'une seconde. La tête de Pelletier roule dans le panier. La foule est silencieuse, puis déçue, puis franchement mécontente. Des cris s'élèvent. Côte 5. Ils étaient venus pour un spectacle qui dure, pour voir souffrir. Et voilà qu'on leur offrait quelque chose d'à peine visible, presque propre, presque discret. Ce moment-là dit quelque chose d'essentiel sur ce que la guillotine devait contredire. La violence spectaculaire de l'Ancien Régime n'était pas seulement une brutalité institutionnelle, c'était un besoin social. Et ce besoin ne disparaît pas parce qu'on change l'instrument. Il se déplace, il attend, il cherche une autre forme. La foule qui réclame ses gibets ne sait pas encore qu'elle sera bientôt comblée, mais pas de la façon qu'elle imagine. Bientôt, la machine tournera si vite que personne n'aura le temps d'être déçu. Bientôt, il n'y aura plus de manque de spectacle. Il y aura même, pour certains, une satiété troublante. Mais ça, c'est quelques mois plus tard. Pour l'instant, ce matin d'avril 1792, la machine s'appelle encore parfois la Louisette ou la Petite Louison, en l'honneur du docteur Louis, son vrai père technique. Ce n'est que pendant la Terreur que tout le monde commencera à l'appeler autrement, que le nom de Guillotin s'y collera définitivement, comme une marque imprimée dans le métal. Parce que son nom avait résonné dans la chaleur des débats à l'Assemblée, et les noms collent, surtout ceux qui résonnent avec l'horreur. Guillotin, quand il apprend que la machine porte son nom, est effondré. Ses enfants, après sa mort, demanderont officiellement au gouvernement de la rebaptiser. Le gouvernement refusera. Ils changeront alors leur propre nom de famille pour ne plus porter celui de la machine. Mais on n'en est pas encore là. On est au printemps 1792 et la Révolution est encore jeune, encore pleine de ses propres contradictions, de ses idéaux froissés et de ses promesses à moitié tenues. La lame est prête. La France, elle, s'apprête à saigner. Pendant que la machine installée place de Grève attend tranquillement sa prochaine victime, à quelques rues de là, un homme que tout Paris connaît rentre chez lui en silence. Charles-Henri Sanson, bourreau de Paris, premier à avoir actionné le mécanisme ce matin d'avril, a les mains propres pour la première fois depuis longtemps. Propres physiquement du moins. Ce que cet homme portait dans sa tête, dans sa mémoire, dans ce silence qu'il s'imposait depuis des années, c'est une autre histoire entièrement. Et c'est peut-être l'histoire la plus étrange de toutes. Charles-Henri Sanson n'a jamais choisi son métier. La naissance l'avait choisi à sa place. La famille Sanson était bourreau depuis 4 générations. Le titre se transmettait comme un fief, comme une charge royale, avec ses privilèges, ses obligations et son fardeau invisible que rien ne pouvait alléger. Quand son père est mort, Charles-Henri avait 7 ans. Il avait hérité du titre officiellement, attendant de grandir pour l'exercer vraiment. Mais dans les documents royaux, le bourreau de Paris était déjà ce petit garçon qui jouait encore dans la cour. Né en 1739, dans une famille qui vivait en marge de la société tout en étant au centre de son fonctionnement le plus sombre. Les Sanson n'avaient pas le droit d'habiter n'importe où dans Paris. On ne leur serrait pas la main dans la rue, pas ouvertement, pas devant témoins. Les boulangers, parfois, refusaient de leur vendre du pain. Et pourtant, l'État avait besoin d'eux. L'État ne pouvait pas fonctionner sans eux. Cette contradiction, être indispensable et intouchable à la fois, a structuré toute la vie de Charles-Henri.
Ce qu'on sait de lui par les mémoires et les archives donne le portrait d'un homme que personne n'attendait là. Il aimait la musique. Il jouait du violoncelle. Des témoins de l'époque parlent de soirées où il interprétait des airs de l'opéra, les fenêtres de sa maison ouvertes sur la rue. Il lisait. Il soignait les malades dans son quartier, une tradition des bourreaux parisiens, qui avaient acquis au fil des générations une connaissance empirique du corps humain que peu de médecins possédaient. Et il détestait viscéralement la torture. Avant la Révolution, quand son rôle incluait encore d'appliquer la question judiciaire aux accusés, il s'en acquittait avec ce que ses contemporains décrivent comme une raideur mécanique, une façon de laisser son corps faire ce que son esprit refusait d'habiter pleinement. Voltaire, qui connaissait tout le monde à Paris, a correspondu avec lui. Les philosophes des Lumières le citent, l'interrogent. Samson est une anomalie dans son propre siècle. Un homme qui tue légalement, qui réfléchit à ce qu'il fait et qui ne trouve jamais de réponse satisfaisante. Ses mémoires, rédigées avec l'aide d'un écrivain, publiées après sa mort, sont hantées par une question qui n'articule jamais directement, mais qui suinte à travers chaque page. Est-ce qu'un homme peut passer sa vie entière à faire quelque chose qu'il croit moralement insupportable, au nom de la loi, et rester entier? Sous l'Ancien Régime, il exécutait en moyenne une quinzaine de personnes par an. Des voleurs, des meurtriers, quelques nobles disgraciés. Un rythme lourd, mais reconnaissable. Puis la Révolution arrive, et avec elle, la guillotine. Samson accueille la nouvelle machine avec un soulagement professionnel sincère. Lui qui avait passé des années à tenir des haches, à nettoyer du sang, à recommencer quand la première frappe n'avait pas suffi, la mécanique lui retire une part de l'horreur physique. La guillotine ne tremble pas, elle ne rate pas. Dans ses notes, il écrit que la machine est un progrès véritable pour le condamné. Et on sent que ce n'est pas une formule vide. La conviction d'un homme qui sait exactement de quoi il parle. Mais ce qu'il ne pouvait pas prévoir, ce que personne n'avait prévu, c'est la cadence qui allait s'installer. Parce que la Révolution ne se contente pas de changer la méthode, elle change l'échelle. Et cette transformation-là va dépasser tout ce que l'histoire de France avait jamais connu. L'été 1793 commence dans une tension qui ressemble à un ciel avant l'orage. Cette qualité particulière de l'air quand tout est immobile et que tout peut basculer en un instant. La République a 1 an. Louis XVI est mort depuis janvier, sous la lame de Samson, dans le froid de la place de la Révolution, devant une foule si dense qu'elle s'étendait jusqu'aux Tuileries. La guerre contre les puissances européennes ronge les frontières, la Vendée brûle. Et à Paris, au sein même de la Convention, 2 factions se déchirent avec une violence qui n'a plus rien d'idéologique. C'est désormais une question de survie pure. Robespierre. Voilà le nom qui domine cette période comme une ombre portée sur tout le reste. Ce même homme, qui quelques années plus tôt, s'était levé devant l'Assemblée pour réclamer l'abolition de la peine de mort. Qui avait dit que tuer un homme au nom de l'État était une barbarie. Qui avait écrit des pages entières sur l'inviolabilité de la vie humaine. La transformation de cet homme reste l'une des énigmes les plus troublantes de la Révolution. Pas parce qu'elle est inexplicable, les explications sont nombreuses et les historiens ne sont pas à court d'analyse. Ce qui est troublant, c'est la vitesse. La conviction avec laquelle il adopte exactement le contraire de ce qu'il avait défendu. Et l'absence totale, dans ses discours, de tout signe qu'il perçoit la contradiction. Le comité de salut public prend le contrôle effectif du gouvernement au printemps 1793. La loi des suspects est votée à l'automne. Et alors commence ce que la mémoire collective française a retenu sous un seul mot, la terreur. Pour comprendre ce que ce mot recouvre vraiment, il faut abandonner les abstractions et entrer dans le concret. La terreur, c'est d'abord une accélération. Le tribunal révolutionnaire, créé pour juger les ennemis de la République, travaille d'abord avec une certaine lenteur. Des audiences, des témoins, des plaidoiries. Puis le rythme s'emballe, les procès raccourcissent, les preuves s'allègent. Bientôt, il suffit d'avoir été signalé par un voisin, d'avoir un nom à consonance aristocratique, d'avoir correspondu avec quelqu'un qui lui-même correspond avec quelqu'un de suspect, pour se retrouver dans l'engrenage. Et l'engrenage débouche toujours sur la même place, sur la même machine. Samson et ses assistants, car il n'est plus seul, il faut maintenant une équipe, se lèvent à l'aube. Les charrettes commencent à circuler dans Paris en début de matinée. Les condamnés sont chargés, les mains liées dans le dos, les cheveux rasés à la nuque pour dégager la peau. Ils traversent la ville sous les yeux des Parisiens. Certains sont silencieux, d'autres prient. Quelques-uns chantent. La Marseillaise, des cantiques, des chansons d'enfance. La charrette est lente. Paris est grand.
Au moment le plus intense du tribunal révolutionnaire, ces quelques semaines au printemps 1794 que les historiens appellent la Grande Terreur, la machine travaille à un rythme qui aurait été proprement inconcevable 2 ans plus tôt. Des dizaines de têtes par jour. Des journées où Samson et ses hommes travaillent pendant des heures sans s'arrêter, changeant le panier de sciure, faisant tourner la lame, recommençant. Il ne s'agit plus d'exécution, il s'agit de production. Les accusés viennent de tous les horizons. Des aristocrates bien sûr, ceux qu'on attendait, mais aussi des paysans, des ouvriers, des prêtres et des religieuses, des marchands, des révolutionnaires de la première heure devenus suspects de modérantisme ou d'exaltation. Danton, l'homme qui avait lui-même réclamé la création du tribunal révolutionnaire, finit sous sa propre lame. Marie-Antoinette, qui avait compris depuis longtemps que rien ne la sauverait, monte à l'échafaud avec une dignité qui a frappé même ses ennemis. Et puis des centaines, des milliers de noms que personne ne connaît, des existences ordinaires aspirées dans le tourbillon. Le tribunal révolutionnaire prononce ses verdicts avec une formule invariable. La mort dans les 24 heures. Pas de délai, pas d'appel. 24 heures et la charrette. Ce système a une logique interne terrible et cohérente. Robespierre l'exprime lui-même dans ce style oratoire qui était toujours précis, toujours froid, toujours habité par une certitude absolue. La terreur est la vertu mise en action. La mort des ennemis de la République n'est pas un crime, c'est une nécessité morale. La lame n'est pas un instrument de vengeance, c'est un outil de purification. Et cette rhétorique-là, aussi monstrueuse qu'elle nous paraisse aujourd'hui, fonctionnait. Elle convainquait des gens intelligents, des gens honnêtes, des gens qui croyaient vraiment construire un monde meilleur. Arrêtons-nous un instant sur cette idée, parce qu'elle est au cœur de toute l'histoire de la guillotine. La machine n'est pas devenue un instrument de terreur malgré ses origines humaines. Elle l'est devenue à cause d'elle. Précisément parce qu'elle avait été conçue comme un progrès moral, rapide, égal, sans douleur, on pouvait la présenter comme un outil de justice plutôt que de barbarie. On ne torturait pas, on n'humiliait pas, on tuait proprement, vite, sans distinction de classe. L'idéal de Guillotin, détourné de son sens original, devenait la justification esthétique d'un massacre. Certains historiens, notamment Michel Vauvel et plus récemment Sophie Vanik, ont débattu de la question de savoir si la violence révolutionnaire était une réponse aux circonstances ou une logique inhérente au projet républicain lui-même. La version officielle, longtemps dominante, présentait la terreur comme une parenthèse tragique, une dérive exceptionnelle dans une révolution par ailleurs admirable. Mais d'autres lectures suggèrent que les germes de la terreur étaient présents dès les premiers discours de 1789. Que l'universalisme radical porte en lui, comme une ombre portée, la tentation d'éliminer tout ce qui résiste à l'universel. Ce débat n'est pas réglé. Il ne l'est probablement pas. La guillotine n'est pas la cause de la terreur. Elle en est le reflet. Un reflet tellement net, tellement précis, qu'il en est devenu le symbole durable. La place de la Révolution, celle qu'on appelle aujourd'hui la place de la Concorde, nom choisi après la terreur comme pour effacer la mémoire de ce qui s'y était passé, devient pendant ces mois-là le théâtre d'un spectacle quotidien. Et le mot côte 10 n'est pas une métaphore creuse. C'est vraiment ce que c'est. Des tribunes sont installées autour de l'échafaud. On peut s'asseoir pour regarder. Des marchands ambulants vendent des limonades, des crêpes, des pamphlets relatant les crimes des condamnés. Des femmes tricotent pendant les exécutions. Les tricoteuses, ces figures qui sont passées dans la légende comme des caricatures de la cruauté populaire, mais qui étaient bien plus complexes. Des femmes des classes populaires qui assistaient aux séances du tribunal, qui tricotaient parce qu'elles ne pouvaient pas se permettre de perdre une journée de travail sans rien produire, et qui regardaient mourir les ennemis de la République avec un mélange de convictions politiques sincères et d'endurcissement progressif. Les foules viennent nombreuses, très nombreuses, et elles ne sont pas homogènes. Des gens crient, encouragent, applaudissent à chaque tête qui tombe. D'autres regardent sans expression visible, et qu'on ne peut pas vraiment lire. Des enfants sont amenés par leurs parents, pour qu'ils voient ce qui arrive aux traîtres, et de plus en plus, des gens ne viennent plus, qui ferment leurs volets quand la charrette passe, qui cessent progressivement de croire que ce qu'ils voient a encore quelque chose à voir avec la justice. Ce retournement progressif du sentiment populaire est l'un des phénomènes les plus fascinants de toute la période révolutionnaire.
les exécutions de masse n'ont pas déclenché immédiatement une révolte contre la terreur. Elles l'ont usée, lentement. La saturation remplace peu à peu l'exaltation. Le spectacle qui devait consolider l'adhésion populaire finit par produire quelque chose d'inattendu. Non pas de la pitié pour les condamnés, pas forcément, mais une espèce de fatigue morale, une anesthésie. Et avec l'anesthésie vient parfois la lucidité. Des témoignages de l'époque, journaux intimes, lettres interceptées par la police, montrent cette évolution. Un marchand du faubourg Saint-Antoine écrit à l'été 1794 « On ne sait plus pourquoi il meurt, on attend de voir si demain ce sera notre tour. » Un instituteur note « Les enfants ne jouent plus aux soldats, ils jouent à la guillotine. Cela devrait inquiéter quelqu'un. » Ces voix-là ne sont pas celles des aristocrates ou des réactionnaires, des républicains, des gens qui avaient cru à la Révolution, qui la regardaient maintenant se dévorer elle-même et cherchaient leurs mots pour nommer ce qu'ils ressentaient. Samson, lui, tient un registre. Pas un journal intime, il était trop prudent ou trop meurtri pour s'y risquer. Un registre professionnel, froid, factuel, où chaque exécution est notée avec le nom du condamné, la date et parfois une brève remarque. Ce document survit en partie. Il permet de reconstituer la cadence. Et la cadence dit tout. Au plus fort de la terreur, entre juin et juillet 1794, les chiffres atteignent un rythme qui aurait rendu fou n'importe quel homme sensé. Des jours où l'on comptait les têtes par dizaines, des nuits où Samson dormait peu, se levait tôt et recommençait. Une scène rapportée par plusieurs sources, dont des mémoires de contemporains, dit peut-être mieux que toute statistique ce qu'était devenu le quotidien de cet homme. Un soir, après une journée particulièrement chargée, Samson rentre chez lui à pied à travers Paris. Un passant le reconnaît, s'approche, lui demande dans un murmure si c'est vrai que Danton est mort bien. Samson répond simplement « 15 » et il continue à marcher. La conversation dure 10 secondes. Mais ces 10 secondes, dans le contexte de ce qu'était Paris en 1794, ont quelque chose d'irréel. Deux hommes qui parlent de la mort d'un géant révolutionnaire comme si c'était une récolte ordinaire. Ce qui commence à se fissurer dans la conscience de Samson, ce n'est pas le dégoût de la mort. Ce dégoût, il l'avait depuis toujours. Quelque chose de plus spécifique, de plus corrosif. La perte du sens. Sous l'Ancien Régime, il tuait des criminels condamnés selon des procédures qu'il ne trouvait pas toujours justes, mais qui avaient une logique reconnaissable. Maintenant, des dossiers lui parviennent si vite qu'il n'a parfois même pas le temps d'apprendre le nom du condamné avant d'exécuter. Des gens qui meurent pour des raisons que même leurs accusateurs expliquent mal. Des gens innocents, il le sait au fond. Il ne peut pas ne pas le savoir. La terreur prend fin avec la chute de Robespierre, en Thermidor, juillet 1794, pour ceux qui ne raisonnent pas encore en calendrier révolutionnaire. Robespierre lui-même monte à l'échafaud le lendemain de son arrestation. La mâchoire fracassée lors de sa tentative de suicide manqué, le visage enveloppé d'un bandage ensanglanté. Il attend son tour dans la charrette avec les autres condamnés de la journée. Samson lui retire le bandage pour dégager la nuque. On dit que Robespierre pousse un cri de douleur à ce moment-là. Puis, la lame tombe. La foule qui regarde acclame. La même foule, ou presque, qui acclamait quelques semaines plus tôt quand Robespierre envoyait les autres mourir. Cette continuité-là, cette capacité du public à applaudir successivement le bourreau et sa victime, est peut-être la leçon la plus cruelle de toute la période. Samson survivra à la terreur. Il continuera à exercer ses fonctions sous le directoire, sous le consulat, jusqu'aux premières années de l'Empire. Son fils Gabriel lui succédera, puis son petit-fils. La famille Samson tiendra le poste de bourreau de Paris pendant plus d'un siècle, portant à chaque génération le même poids que Charles-Henri avait commencé à traîner. Mais dans les dernières années de sa vie, Samson se tait de plus en plus sur son métier. Les visiteurs qui viennent le voir rapportent qu'il reçoit poliment, répond brièvement et ramène toujours la conversation vers la musique, vers son violoncelle. Il mourra en 1806, laissant derrière lui une machine qui continuera à travailler longtemps après lui, bien plus longtemps qu'il ne l'aurait imaginé. Et dans les décennies qui suivent sa mort, la guillotine va connaître une métamorphose étrange. Elle va quitter la place publique, se replier dans les cours de prison, perdre sa dimension de spectacle collectif. Mais en perdant le regard de la foule, elle ne perdra pas son pouvoir. Elle le concentrera. Et la question de ce qu'elle représente vraiment, justice ou meurtre légal,
progrès ou barbarie, continuera à diviser la France pendant encore près de 2 siècles. Certaines histoires refusent de se laisser refermer. On leur cherche une fin, une formule qui ferait tenir ensemble tous les fils, et elle résiste. L'histoire de la guillotine est de celle-là, parce qu'elle ne raconte pas seulement une machine, elle raconte la façon dont une société regarde sa propre violence. Parfois en face, le plus souvent de biais, avec ce mélange d'horreur et de fascination qui empêche de tourner définitivement la page. Guillotin, lui, avait essayé de tourner la page. Après Thermidor, après la chute de Robespierre, il avait repris sa vie de médecin à Paris comme si les années précédentes n'avaient été qu'un mauvais rêve dont on émerge en clignant des yeux. Il soignait ses patients, il rédigeait des mémoires médicaux, il siégeait dans des commissions savantes, et partout où il allait, son nom le précédait. Pas comme celui d'un médecin réputé, pas comme celui d'un député qui avait voté des réformes importantes, mais comme celui de l'homme à qui Paris devait sa machine. Ce qu'il avait traversé entre 1793 et 1794 dépasse ce que les archives peuvent vraiment saisir. Guillotin n'était pas simplement un témoin de la terreur. Il avait failli en être une victime. Pendant les mois les plus intenses du tribunal révolutionnaire, il avait été arrêté, dénoncé pour des raisons qui tenaient davantage aux querelles de faction qu'à une accusation précise. Emprisonné, attendant dans une cellule pendant que dehors la machine dont il était l'instigateur travaillait jour après jour, il avait eu tout le temps de mesurer l'ironie de sa situation. L'homme qui avait voulu rendre la mort plus douce pour les autres se retrouvait à attendre, peut-être, de la subir lui-même. La chute de Robespierre l'avait libéré au sens propre du terme. La porte de sa cellule s'était ouverte quelques jours après que la lame soit tombée sur celui qui l'avait envoyé là. Et Guillotin était sorti dans un Paris épuisé, blanc de lumière et de poussière d'été, qui essayait de se souvenir de ce qu'il était avant que tout ça commence. Il n'a jamais parlé publiquement de cette période. Pas une ligne dans ses écrits survivants. Pas un témoignage rapporté par ses contemporains où il revient sur ce qu'il avait ressenti dans cette cellule, en attendant, avec son propre nom gravé sur la machine qui tournait de l'autre côté des murs. Un silence plus éloquent que n'importe quelle confession. Le silence d'un homme qui a compris quelque chose qu'il refuse de rendre définitif en le prononçant. Il meurt en 1814, à 76 ans, médecin jusqu'au bout. Ses obsèques sont discrètes. Ses enfants changeront de nom. Le patronyme Guillotin disparaît de la famille qui le portait, absorbé dans l'anonymat par choix délibéré. Mais il reste sur la machine. Il y restera. Ce qu'on oublie souvent, dans les récits de la Révolution, c'est que les hommes qui en ont été les acteurs ont continué à vivre après. Ils ont vieilli. Ils ont vu leurs convictions se heurter aux conséquences. Certains se sont réinventés. D'autres ont simplement porté le poids en silence jusqu'à ce que le corps ne supporte plus. Guillotin appartient à cette seconde catégorie. Les hommes qui ont survécu à leur propre idée et qui n'ont jamais réussi à réconcilier ce qu'ils avaient voulu avec ce qui s'était passé. Cette trajectoire-là est d'une modernité absolue. L'inventeur qui perd le contrôle de son invention. Le réformateur dont la réforme est détournée au-delà de toute reconnaissance. Le militant qui se retrouve emprisonné par le système qu'il a contribué à créer. Ces histoires, nous les connaissons. Elles se répètent à chaque génération, dans des domaines différents, avec des technologies différentes. Ce qui change, c'est l'échelle de la catastrophe. Ce qui ne change pas, c'est la façon dont les hommes les plus sincères peuvent nourrir, sans le vouloir, des monstres qu'ils n'ont pas su voir venir. Après Thermidor, après Napoléon, après la Restauration qui ramène les Bourbons sur un trône entouré de décombres, la guillotine continue. Discrètement, méthodiquement, elle continue. Elle n'est plus le théâtre de masse qu'elle avait été pendant la Terreur. Elle reprend une cadence plus lente, plus ordinaire, celle d'une institution pénale qui fonctionne comme les autres, dans l'ombre, sans fanfare, avec la régularité mécanique d'un système qui se perpétue parce que personne n'a encore trouvé la volonté collective de l'arrêter. Le 19e siècle français est habité par une tension permanente entre deux Frances qui ne se comprennent pas. D'un côté, une France progressiste et romantique qui commence à remettre en question la peine de mort. Victor Hugo en est la voix la plus puissante, la plus inlassable. De l'autre, une France conservatrice et ordonnée qui considère l'échafaud comme une nécessité sociale, un rempart contre le chaos, un langage que les criminels comprennent mieux que les discours. Ces deux Frances se disputent pendant tout le siècle, et la guillotine reste au milieu, ni vraiment défendue, ni vraiment abandonnée. Victor Hugo mérite qu'on s'arrête.
Parce que sa campagne contre la peine de mort n'est pas une posture littéraire ou un effet de manche. Une obsession qui traverse toute sa vie, qui prend des formes concrètes, des pétitions, des visites aux condamnés, des textes écrits dans l'urgence quand une exécution approche, des lettres au chef d'État. Son roman, publié en 1829, Côte 16, fait encore froid dans le dos aujourd'hui. Pas parce qu'il est violent, mais parce qu'il est intérieur, la conscience d'un homme qui attend sa mort, heure après heure, et qui pense à tout, qui pense à n'importe quoi pour ne pas penser à la lame. Hugo écrit dans la préface de ce livre quelque chose qui résume tout. La peine de mort est la seule punition que la société ne peut jamais réparer si elle s'est trompée. Toutes les autres erreurs judiciaires peuvent être corrigées, les prisonniers peuvent être libérés, les réputations restaurées, pas celle-là, irréversible. Et cette irréversibilité, pour Hugo, est en elle-même une forme de barbarie. Non pas parce que les criminels méritent la pitié, mais parce qu'une société qui accepte l'irréversible pour ses membres les plus faibles dit quelque chose sur elle-même qu'elle devrait avoir honte d'assumer. Ces arguments circulent, font leur chemin, trouvent des oreilles, mais la guillotine continue. Elle accompagne le Second Empire, la Commune, la Troisième République. Elle s'installe dans une routine judiciaire qui la rend presque banale. Presque. Parce qu'il y a des moments où elle revient brutalement au centre de la conscience collective, quand un cas particulier soulève des passions qui avaient semblé s'assoupir. Un changement majeur intervient en 1939. Les exécutions publiques sont supprimées. La guillotine quitte la rue pour entrer dans la cour de prison. Une décision prise non par souci des condamnés, mais par souci du public. Parce que la dernière exécution publique en France avait attiré une foule compacte, qui s'était comportée d'une façon qui avait choqué même les partisans de la peine de mort. Des gens ivres, des rires, des bousculades pour avoir une meilleure vue. Les journaux avaient décrit la scène avec une répulsion qui tranchait avec le ton habituel des comptes rendus judiciaires. Le gouvernement avait tiré la conclusion que le spectacle faisait désormais plus de mal à la dignité de la République qu'il n'en faisait aux criminels. Mais voilà ce qui se passe quand on cache quelque chose qu'on n'a pas encore résolu. Le problème reste. Il se perpétue dans l'ombre, loin des yeux, dans des cours fermés à l'aube, devant quelques témoins officiels et un prêtre. La guillotine continue de fonctionner pendant l'occupation, et là, elle prend une dimension nouvelle et terrifiante. Parce que des résistants français montent sur cet échafaud, condamnés par des tribunaux qui se réclament d'une légalité que personne ne reconnaîtra après la libération. La machine qui était née d'un idéal républicain sert maintenant, parfois, à tuer ceux qui défendent la République. Après la libération, le débat reprend. Des voix s'élèvent à nouveau pour l'abolition. La France signe la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle ratifie des conventions internationales sur la dignité humaine. Et pendant ce temps, la guillotine continue de tomber dans les cours des prisons françaises, quelques fois par an, en silence. La 4e République, la 5e République, les régimes changent, les constitutions se réécrivent, les présidents se succèdent, et l'abolition reste toujours à portée de main et toujours remise au lendemain. Pourquoi ? Pas par cynisme. Vraiment, pourquoi ? La peine de mort est populaire en France pendant la quasi-totalité du XXe siècle. Les sondages montrent des majorités confortables en faveur de son maintien. Les politiciens qui s'y opposent savent qu'ils prennent un risque électoral. Et dans un régime démocratique, ce calcul compte. Dans cette résistance, il faut voir aussi une forme de cohérence inconsciente. La peine de mort, en France, est liée à une certaine idée de la souveraineté de l'État. L'État qui peut donner la mort comme il donne la vie, qui possède une autorité ultime sur le corps de ses citoyens. Cette idée traverse toute la tradition jacobine, toute la culture républicaine à la française. Y renoncer, ce n'est pas juste changer une pratique judiciaire. Renoncer à ça, c'est remettre en question quelque chose de plus profond sur ce que l'État est en droit de faire au nom de la collectivité. Les années 60 et 70 voient cette tension atteindre son paroxysme. Mai 1968 a libéré des paroles, des contestations, des remises en question qui touchent à tout, y compris à la mort légale. Des avocats, des intellectuels, des associations militent avec une énergie nouvelle. Et pendant ce temps, la guillotine continue. De plus en plus rare, de plus en plus anachronique, de plus en plus difficile à justifier dans une France qui se veut moderne et européenne. En 1972, un avocat nommé Robert Badinter prend la défense d'un homme condamné à mort pour un crime atroce. Un homme que presque personne ne veut défendre,
parce que sa culpabilité ne fait guère de doute et parce que ses actes révulsent l'opinion. Badinter plaide quand même. Il perd. Son client est guillotiné. Cet échec devient pour Badinter une sorte de serment privé. Il passera les 9 années suivantes à travailler à l'abolition de la peine de mort en France, convainquant patiemment des politiciens, formant des coalitions, attendant que le moment soit venu. Ce moment arrivera, mais pas avant qu'un dernier homme meure sous la lame. Le nom d'Amida Djandoubi ne dit rien à la plupart des gens. Pas un grand criminel de l'histoire, pas un personnage qui avait fasciné les foules ou alimenté les gazettes pendant des années. Un homme de 27 ans, d'origine tunisienne, arrivé en France quelques années plus tôt, amputé d'une jambe dans un accident du travail et qui avait commis un meurtre d'une violence extrême sur une jeune femme de 25 ans, Elisabeth Bousquet, après l'avoir torturée pendant des heures. Son crime ne laissait aucun doute sur sa culpabilité. Son procès avait été régulier, sa condamnation avait été confirmée, et le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, avait refusé d'accorder la grâce. Le 10 septembre 1977, à 5h40 du matin, dans la cour de la prison des Baumettes à Marseille, Amida Djandoubi marche vers la guillotine. Il fait encore nuit. L'aube n'est pas tout à fait là. Une poignée de témoins officiels se tient dans la cour. Le procureur, le directeur de la prison, un médecin, un aumônier, quelques gardiens. Et Fernand Messonnier, le bourreau, que ses proches appelaient simplement le praticien, parce que le mot bourreau leur semblait trop direct, trop définitif. Dans la cour, l'air sent le béton humide et quelque chose de métallique qui n'a pas de nom. Les témoins ne se regardent pas. Chacun fixe un point différent. Le mur, ses propres mains, le ciel qui commence à peine à pâlir au-dessus des toits. Djandoubi avance. Il ne crie pas. Les gardiens l'installent sur la bascule. Le mécanisme tourne, la lame tombe. Moins d'1 minute. Le médecin constate le décès. Le corps est emporté. La cour se vide. Personne ne sait, ce matin-là, que c'est la dernière fois. Pas officiellement. Pas encore. Giscard d'Estaing avait refusé d'autres grâces avant celle-ci, et la loi n'avait pas changé. D'autres condamnés à mort attendaient dans les prisons françaises. L'abolition n'est pas acquise, elle n'est même pas certaine. Mais quelque chose s'est arrêté ce matin-là dans la cour des Baumettes, quelque chose qui ne redémarrera plus. Peut-être parce que la France change plus vite désormais qu'elle ne l'avait jamais fait sur cette question. Peut-être parce que l'Europe autour d'elle a presque entièrement abandonné la peine de mort et que l'isolement commence à peser. Peut-être parce que des hommes comme Badinter ont passé des années à préparer le terrain, conversation après conversation, en attendant patiemment que le rapport de force politique bascule. Le basculement arrive en mai 1981. François Mitterrand est élu président. Il avait dit pendant la campagne qu'il était personnellement contre la peine de mort, et personne ne l'avait vraiment cru, parce que les sondages montraient une majorité de Français encore favorables à son maintien, et qu'un président qui s'oppose à son peuple sur un sujet aussi symbolique prend un risque considérable. Mitterrand tient sa parole. Il nomme Badinter ministre de la Justice. Et Badinter monte à la tribune de l'Assemblée nationale pour prononcer l'un des discours les plus importants de l'histoire parlementaire française. Ce discours, il faut l'entendre, pas le lire, l'entendre. Badinter ne plaide pas, il ne supplie pas, il énonce. Il dit, avec une certitude calme et absolue, que la France doit rejoindre les nations qui ont compris que l'État n'a pas le droit de tuer ses citoyens. Il dit que la peine de mort n'a jamais empêché un seul crime. Il dit que l'irréversibilité de la mort est incompatible avec la faillibilité de la justice humaine. Et il prononce une phrase qui résume peut-être mieux que tout le reste. L'abolition est votée le 9 octobre 1981. La guillotine, cette machine née d'un idéal des Lumières, transformée en instrument de terreur, perpétuée par 2 siècles d'inertie institutionnelle et de peur collective, entre définitivement dans l'histoire. Entrer dans l'histoire ne signifie pas disparaître. Les guillotines ont été conservées. Certaines sont dans des musées. Celle qui avait servi pendant la Terreur est exposée quelque part dans les réserves d'un établissement parisien. Démontée, ses pièces soigneusement étiquetées. Des chercheurs ont étudié le bois, la mécanique, le métal de la lame. Il reste des traces de rouille qu'on préfère ne pas analyser de trop près. Et il reste une question que ni l'abolition, ni le temps n'ont tout à fait réglée. Une question que Guillotin se posait déjà sans pouvoir y répondre. Que Samson portait dans son silence de violoncelliste, que Hugo criait dans ses préfaces, et que Badinter a finalement traduit en loi. La question de ce qu'une société a le droit de faire au nom de la justice.
la question de l'endroit où s'arrête la légitimité de l'État sur le corps de ses membres, la question de savoir si la mort peut jamais être un acte de justice, ou si elle n'est, quoi qu'on prétende, qu'un acte de pouvoir habillé en verdict. La guillotine a traversé près de 2 siècles de l'histoire française. Elle a connu la Révolution, l'Empire, les Restaurations, les républiques qui se succédaient comme des promesses renouvelées d'un monde meilleur. Elle a tué des rois et des résistants, des criminels et des innocents, souvent sans faire la différence, parce que la lame ne juge pas, elle ne fait que tomber. Ce que cette histoire nous dit, au fond, n'a rien d'abstrait. Elle nous dit que les pires instruments de la violence humaine ne naissent pas dans la cruauté ou la haine. Ils naissent dans des idées sincères, portées par des hommes convaincus de faire le bien. Guillotin voulait supprimer la souffrance. Robespierre voulait purifier la République. Chacun tenait une vérité partielle qui, poussée à son terme logique, sans garde-fou ni doute, devenait une catastrophe. La France a mis près de 2 siècles à dire officiellement que l'État n'a pas le droit de tuer. 2 siècles, c'est long. Mais peut-être que ce qui compte n'est pas la vitesse à laquelle on arrive à une vérité morale. C'est le chemin qu'on a parcouru pour y parvenir, et ce qu'on est capable de comprendre de soi-même au bout de ce chemin. La cour des Baumettes est vide depuis ce matin de septembre 1977. La lame ne tombe plus, et quelque part, dans une réserve de musée, une machine attend, pas qu'on la remette en service, mais qu'on continue à lui poser des questions auxquelles elle seule, dans son silence de fer et de bois, conserve la mémoire complète. Si cette histoire vous a tenu en haleine, si elle vous a donné à penser, c'est exactement pour ça que cette chaîne existe. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, et dites-nous en commentaire, quelle est la partie de cette histoire qui vous a le plus frappé ?